Renaud, bonjour. Bonjour. Dans quelques jours maintenant, la pièce de théâtre Flappers va sortir. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je dirais que moi ça va, c'est Bérangère qui doit être anxieuse. À partir du moment où on confie un livre à un éditeur, le livre vous échappe un peu, et c'est très bien, et c'est tant mieux. C'est votre première pièce qui va être éditée. Oui. Vous participez à de nombreuses études d'écriture, vous êtes intervenant à Gradignan. Qu'est-ce que ça fait maintenant d'avoir ces textes couchés sur un papier et de savoir qu'ils vont être diffusés? D'habitude, c'est vous qui en lisez, vous êtes un acteur, et là, vous devenez auteur. Comment ça se passe, le changement? Alors, je dirais que je l'avais vécu avec mon premier roman qui avait été édité il y a quelques années, où c'est vrai que ça a fait un choc, parce que le livre n'est plus tapuscrit, mais on le trouve en effet dans les librairies. Je sais que la première fois que j'ai lu Tout semblait calme à la machine à lire, sur la table, c'est comme si ce n'était pas moi, finalement. Après, j'ai tellement porté Flappers longtemps, depuis l'âge de mes 20 ans, j'en ai 42, que du coup, là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus fort sur le plan émotionnel. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Parce que, je dirais que mon premier roman avait été écrit en 2-3 ans, je suis assez lent, l'éditeur, ça avait été assez vite au niveau de l'édition, là 20 ans. 20 ans. Donc c'est comme si finalement il y avait une sorte un petit peu de page qui se tournait par rapport à cette histoire qui me suit depuis 22 ans. Effectivement, 20 ans pour accoucher une pièce de théâtre, c'est une gestation longue. Est-ce que les personnages de votre pièce vous imprègnent totalement? Et pourquoi cette fascination pour ces personnages-là, justement? Une fascination au départ pour Francis Scott Fitzgerald, qui était le dandy par excellence. J'avais 20 ans, j'ai découvert à la fac. À 20 ans, c'est l'âge de tous les possibles. Paul Nizon disait moi aussi j'ai eu 20 ans, j'interdis à quiconque de dire que c'est le plus bel âge de la vie. Mais il y a quand même quelque chose du plus bel âge de la vie. C'est le moment de tous les possibles, de tous les rêves qui peuvent se réaliser. Et j'étais complètement fasciné par Francis Scott Fitzgerald, par ses œuvres, par Tendre et la nuit, Gazelle magnifique, L'envers du paradis, ce qu'il écrivait de son époque, l'entre-deux-guerres, l'art du jazz, où il y avait, c'était en effet là aussi le moment de tous les possibles, toutes les fêtes possibles, tous les amours possibles. Et puis cet homme qui s'est effondré peu à peu, qui a été rattrapé par le quotidien, par ses propres névroses, par les névroses de son épouse, qui n'a pas pu faire face. Voilà. Donc j'ai toujours suivi. Enfin, cet homme m'a toujours un petit peu fasciné. Et pourquoi avoir choisi ce moment précis de la vie de Fitzgerald, qui est, comme vous le dites, extrêmement riche, mais vous avez choisi un moment quand même difficile. La pièce, par moment, porte sur des choses difficiles à exprimer. Pourquoi cet épisode Francis Fitzgerald était persuadé qu'il allait passer à la postérité. Et donc, à partir du moment où il a commencé à être édité, il gardait toutes ses notes. Par exemple, il allait chez le teinturier, il gardait la note du teinturier, qu'il amassait. Il allait garder tout. Il tenait un journal extrêmement précis, mais de tous ses faits et gestes. Parce qu'il disait, je vais passer à la postérité, il faut que les gens sachent comment un génie vit. Voilà. Et son épouse, qui l'a complètement pressé, son épouse est née au mauvais moment. Elle voulait devenir une artiste, elle voulait s'affirmer en tant que femme, et la société, lui, à cause de la société de lui, elle n'a pas pu se réaliser en tant que femme. Et c'était une des premières femmes à être diagnostiquée schizophrène. Elle avait voulu, à l'âge de 32-33 ans, refaire de la danse, redevenir danseuse étoile.
elle travaillait avec une Nadia Egorova, qui était une danseuse très connue à ce moment-là. Et de 1 heure de cours de danse, c'est devenu 2 heures, puis 6 heures, puis 12 heures, puis 24 heures. Pendant 24 heures, elle faisait la danse, elle dormait dans le studio de danse, etc. Et à un moment, Nadia Egorova, c'est plus possible, et elle a demandé à Francisco de Fitzgerald de faire quelque chose. Ils étaient à Paris à ce moment-là. Elle a été internée. Elle a été internée en hôpital psychiatrique, maison de repos, on disait à ce moment-là, très chic, dans la banlieue parisienne. Et en 4 semaines, elle a écrit un livre qui s'appelle Accordez-moi cette valse. Et en 4 semaines, elle a écrit ce livre, et le médecin qui s'occupait d'elle a dit, mais c'est un petit chef-d'œuvre, il faut vraiment qu'on l'envoie aux éditeurs. Et il l'a directement envoyé à l'éditeur de Francis Scott Fitzgerald, qui lui était à ce moment-là en train d'écrire ce qu'il pensait être son chef-d'œuvre, Tendre la nuit. L'éditeur l'envoie à Francis Scott Fitzgerald en disant, écoute, c'est génial ce que ta femme a écrit, lis. Et là, Francis Scott Fitzgerald dit, non, tu ne touches pas à ce livre-là, ne l'édite pas, je vais voir Zelda. Et il n'était pas encore allé la voir. Et Francis Scott Fitzgerald, qui gardait tout, des notes, etc., sur les quelques jours qu'il a passés auprès de sa femme, on ne sait absolument rien. Rien du tout. Là, il y a vraiment un inconnu pas possible. Et moi, j'ai eu envie de m'engouffrer dans cet inconnu, savoir ce qui s'était passé entre sa femme et lui durant ces quelques jours, en sachant que le livre a été retravaillé et qu'on soupçonne que c'est Francis Scott Fitzgerald qui a retravaillé sur ce livre-là. Parce que justement, la version qu'a reçue l'éditeur, après, c'était pas la première. Elle était beaucoup moins bien. Donc on soupçonne que Francis Scott Fitzgerald, qui a en même temps, alourdi le texte, enlevé des choses, etc., du coup le livre est beaucoup moins intéressant. Et l'admiration que vous portiez à Fitzgerald a été... a été mis à mal. A été mis à mal par cet épisode, je suppose. Et je dirais que maintenant j'ai plutôt une fascination pour Zelda. Mais le livre, donc je découvre Zelda, je découvre Fitzgerald, j'ai 20 ans. Après m'être intéressé à l'œuvre, je m'intéresse à l'homme. À la fac, il y a un moment je m'habillais comme Francis Scott Fitzgerald, on peut imaginer avec la pochette en train d'errer dans les couloirs sordides de Bordeaux 3. Sordides. Du moins un petit peu triste. Voilà, oui, un peu triste. Et là, donc, je m'intéresse donc à l'homme, et puis donc du coup à sa femme, et à leur histoire d'amour, et puis à l'effondrement de ce couple. Et moi, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, ma vie change. Mes aspirations changent, mes rêves ne s'émoussent pas, mais la vie, voilà, je suis pris dans la vie, je deviens père de famille, etc. etc. Et curieusement, après, je me suis beaucoup plus intéressé à elle, vraiment. Et j'ai eu vraiment envie d'essayer de comprendre. Et c'est à ce moment-là où j'écris, donc 12 ans après, où j'écris Flappers. Et c'est une version complètement dingue, qui en même temps un petit peu illisible, que je fais lire à droite, à gauche, voilà. Et puis en travaillant avec Sophie Robin, pour un projet complètement autre, je me dis qu'il y a, non pas qu'il y a quelque chose de Zelda Fitzgerald en Sophie Robin, parce que la pauvre, mais qui a quelque chose de l'ordre de son rapport à l'existence, comme ça, voilà. Et ça m'a donné envie de retravailler ce texte. Voilà. Et là, j'ai 38, 39 ans. Bon. Et puis, j'envoie ça à Beaumarchais, qui me donne une bourse à l'écriture. Il y a 300, 400 demandes pour avoir cette bourse. Je fais partie des 5 lauréats. Voilà. Et puis après je termine la pièce. Joël Brouche et Loara s'intéressent également à ce texte-là. J'obtiens une deuxième bourse à l'écriture. Tiens, donc en tant qu'auteur, je ne serais peut-être pas si nul que ça. Tiens, les gens peuvent me lire. Tiens, voilà.
Et puis après la rencontre avec Bérengère, et puis maintenant cette édition. Donc vous voyez, c'est extrêmement lent tout ça. L'approche du théâtre est souvent assez scolaire en France. C'est-à-dire qu'on lit des pièces de théâtre quand on est au lycée, quand on est au collège. Pensez-vous qu'à l'âge adulte, il n'est pas bon de remettre cet art, puisqu'on peut appeler ça l'art théâtral comme un art à part entière, et qu'en éditant justement des pièces de théâtre, on va dire d'auteurs contemporains, le but n'est pas aussi de remettre les gens dans ce goût de lire une pièce de théâtre, au lieu de l'écouter ou d'aller la voir justement, sans vouloir, à contrario, viser les théâtres. Mais est-ce que pour vous, c'est une importance que des gens puissent acquérir votre œuvre comme ils peuvent acheter un roman ou un essai? Moi, je trouve que Bérengère a fait quelque chose de super, c'est qu'elle n'a pas mis sur la couverture théâtre, et que ce mot-là fait peur, parce que, comme vous le disiez, parce qu'en effet, c'était quelque chose d'extrêmement scolaire. Combien je vois de jeunes gens, moi, dans mes ateliers, ou des gens en atelier d'écriture ou atelier de théâtre, qui sont, pour eux, ils disent non, c'est pas mon univers, j'ai été dégoûté par ça, etc. etc. Et ça a tout de suite été la politique de Bérengère, en disant le théâtre peut se lire comme n'importe quel autre livre, enfin dire un roman, un recueil de poèmes. Donc, en effet, là, il y a quelque chose d'essentiel. Pourquoi c'est une pièce de théâtre? Pourquoi j'en ai pas fait un roman? Un roman, tout à fait. Même une nouvelle, sans le réduire, mais une nouvelle. Ou une nouvelle. Parce que j'ai vraiment l'impression que le théâtre est le meilleur moyen pour rendre présent, puisque c'est des paroles qu'on entend. Ces gens-là échangent. Il n'y a pas de longs passages sur une analyse psychologique où, à un moment, ils sont dans un parc, je ne décris pas le parc. Donc, les faisons confiance aux gens, pardon. C'est le personnage qui prend le pas sur l'environnement. Voilà, et c'est je dirais que c'est au lecteur d'imaginer, c'est au lecteur finalement, le théâtre permet au lecteur d'être beaucoup plus actif qu'il ne l'est, à mon avis, dans un autre genre littéraire. Et aussi quelque chose au niveau de la présence. Moi, à un moment, si je me suis arrêté d'écrire cette pièce, c'est que Francis Scott Fitzgerald et Zelda étaient tellement présents que moi, je me sentais trop impressionné, et que j'avais... Là, on ne sait pas. On parle de Zelda et Francis Scott Fitzgerald, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Ça raconte quoi, cette pièce? C'est une histoire donc de gens qui se sont aimés passionnément, qui s'aiment encore passionnément, mais qui se détruisent l'un et l'autre parce qu'ils ne peuvent pas vivre l'un avec l'autre. C'est une histoire d'amour. Hormis votre activité à la fois d'acteur et d'auteur, vous faites du coaching, et d'un autre côté, vous animez des ateliers d'écriture dans une maison d'arrêt. Est-ce que c'est ce mélange de tout qui fait qu'aujourd'hui, Renaud peut être un personnage multifacette? Et quelle influence a justement ces ateliers d'écriture sur votre propre écriture? Je dirais que la confiance en la parole. Je ne sais pas si je suis très clair, mais pour moi, je viens d'un milieu où on ne lisait pas. Je ne viens pas du sérail, je ne suis pas né coiffé. Et par mes études, par les rencontres que j'ai pu faire, je dirais que je me suis construit et je me suis nourri. Et du coup, tous les ateliers que je peux faire, également les activités en tant que metteur en scène, également dans le monde de l'entreprise où j'anime des formations de prise de parole en public, il y a des rencontres qui sont faites et qui, en effet, ces rencontres-là nourrissent et me disent qu'il faut désacraliser
la littérature, parce que je pense qu'on n'y est pas encore arrivé. C'est vraiment, on pense que c'est vraiment réservé à une certaine élite, etc. etc. Et dans les ateliers d'écriture, quand je mets le doigt sur, tiens, voilà, c'est super ce que tu as écrit, est-ce qu'on peut le lire? Super, comment ça se fait? Non, 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 non. Voilà, c'est une espèce de complexe, finalement, par rapport à la littérature. Et n'est-ce pas difficile, donc vous êtes un homme de parole, vous aimez vous mettre en scène, sans le côté péjoratif de ce qu'on pourrait dire. Là, cette pièce, elle est sur papier, ce qui veut dire que vous n'aurez pas en direct la réaction des gens. Dans une pièce de théâtre, soit par des applaudissements, des soupirs, des rires ou autre, l'acteur ou l'auteur voit concrètement sur le visage des gens ce qui se passe. Là, vous donnez cette œuvre, mais vous n'aurez pas cette relation, sauf bien sûr à monter la pièce, ce qu'on souhaite tous, mais aujourd'hui, voilà. Est-ce que vous n'avez pas ressenti une sorte de manque par rapport à ça? De ne pas pouvoir tout de suite sentir ce que pense le public? Alors, je veux dire que en tant qu'acteur, je veux dire que j'ai fait un peu l'acteur, mais Ou en tant que metteur en scène. Ou en tant que metteur en scène, oui. Mais je sais qu'en tant que metteur en scène, oui, on est complètement dans la même... ouais. Mais est-ce que c'est pas une façon de mettre en scène aussi? Et puis en écoutant les personnes qui ont pu lire cette pièce, qui m'en parlent là après, je dis, ah tiens, il y a quand même ces réactions là, elles sont là. Le théâtre, on l'entend une fois, et puis après, si le texte n'est pas édité, c'est terminé. Ça a été d'un moment immédiat. Là, le livre va permettre justement un contact plus fort, plus intense, plus pérenne. Voilà, et là, il y a une relation. Et puis, peut-être que ce texte verra le jour, au sens où il sera peut-être joué, et peut-être jamais. Mais grâce à l'ère des marges, maintenant, il y a une trace. Si dans cette pièce, vous devriez ressortir une seule réplique. Si tant est qu'on puisse ressortir une seule réplique, mais vous, en tant qu'auteur, voilà, la réplique qui, pour vous, soit la plus belle, soit la plus impressionnante, soit une scène, quelle est, à votre avis, l'emblématique de ça? S'il y avait une scène, c'est peut-être celle où il se revoit. Donc elle a passé plusieurs semaines en hôpital psychiatrique. Il vient la voir et c'est les premiers moments où il se où il se revoit, où il y a un rayon de soleil qui fait que elle ne le voit pas. Voilà. Et c'est peut-être ça finalement que je retiendrai. Et puis également peut-être la citation que je mets en exergue, c'est-à-dire de Francis Scott Fitzgerald: nous nous détruisions, et pire, nous détruisions l'un l'autre. Voilà, ça, c'est peut-être pas ça exactement la citation, mais c'est ça. Cette pièce, est-ce que c'est un hymne à la femme, quelque part? La femme créatrice? Oui, oui. Mais une fois on m'a dit que c'était une pièce misogyne. Et ça m'avait extrêmement choqué qu'on ait pu dire ça. Je n'ai pas voulu faire un manifeste féministe, parce que c'est quelque chose de très spontané, mais par contre, c'est un beau compliment quand on me dit que c'est une pièce sur la femme. À un moment, cette femme a essayé de se réaliser, et elle n'a pas pu le faire. Alors, est-ce que ça pourrait, c'était entre les deux guerres mondiales, est-ce que ça peut avoir un... C'était pourtant une époque où les femmes ont eu certaines formes d'émancipation, même si on n'était pas encore au droit de vote, etc. Mais la période d'entre-deux-guerres a permis quand même à une
certaine libération à la fois des mœurs, des attitudes, etc., une douce folie, il y avait un boom économique, etc., et les femmes ont pu à ce moment-là se réaliser quand même. Mais d'où Flappers, hein. Flappers, c'est le nom des couples garçonnes que l'on donne. Les femmes ont les cheveux longs et elles se les coupent extrêmement courts. Les coupes garçonnes à la Mel Brooks, c'est ça Flappers, c'est les coupes garçonnes. Mais est-ce que... oui, mais est-ce que... Non, finalement. Enfin, on croit que... Et puis elles croient que, elles espèrent que, puis à un moment elles sont confrontées à une espèce de plafond de verre. Elles se tapent, voilà, comme un oiseau qui se prend la vitre. Et du coup, boum, il n'y a plus rien. Et c'est ça, Zelda. Zelda, à un moment, elle y a cru. Parce que c'était vraiment l'égérie. Elle était belle, elle était drôle, elle se promenait par exemple sans culotte et elle montrait ses fesses et tout le reste dans les soirées. Elle remplissait les baignoires de champagne, elle traversait Paris sur les toits des taxis, et il y avait Francis Scott Fitzgerald qui lui suivait et qui disait mais c'est quelle femme, c'est extraordinaire, et Hemingway et tout ça, et tout le monde suivait, et voilà. Mais à un moment, elle s'est rendue compte que non. C'est-à-dire que c'était bien, elle était dans les livres de son mari, mais elle n'était qu'un personnage littéraire. En fait, elle n'existait pas. Et que finalement, maintenant, grâce à Flappers, elle existe. Enfin, je n'ai pas la prétention de dire que grâce à Flappers, elle existe. Mais c'est comme si finalement je lui rendais hommage et je pense beaucoup à elle. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans mon bureau l'autre jour, j'ai enlevé, il y avait une photo de Francis Scott Fitzgerald, j'ai enlevé, et puis à la place, je regardais, et j'ai mis une photo d'elle. Et ben voilà. Quel personnage actuel pourrait être cette femme? Ça, à l'heure actuelle. Peut-être n'y en a-t-il pas. Peut-être que justement c'est ça qui fait tout le charme ou la différence. Une femme comme ça qui pourrait... sans destin tragique, mais qui pourrait incarner cette liberté, cette envie de dire je suis là, j'existe, j'écris, je vis. C'est marrant, alors je ne sais pas si... mais elle n'est plus là. C'est-à-dire, il y a deux femmes qui me viennent, mais elles sont toutes les deux décédées. C'est Marguerite Duras et c'est Françoise Giroud. C'est assez... Pourquoi Françoise Giroud? Mais parce que Françoise Giroud, là en ce moment on lui rend... Enfin, il paraît d'autres de ses livres, c'était une femme de caractère, une femme de tête, une femme de pouvoir. Moi j'ai découvert Françoise Giroud par les portraits qu'elle faisait. Je trouve qu'ils sont des portraits littéraires qui sont très très beaux. Et puis en même temps, tout ce qu'il y a pu y avoir, comme dans les propos anti-juifs qu'elle a pu avoir, enfin, mais tout ça est venu au moment où elle était au moment où son amant l'a quittée, où elle était complètement... Il y a quelque chose de terriblement humain en cette femme, qui s'était quand même construit une espèce de carapace, et en même temps il y a ces fêlures, et j'ai l'impression qu'elle s'est mise à assumer à un moment ou à un autre. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai que le personnage est quelquefois pas toujours très sympathique. Mais j'ai l'impression que Zelda avait également beaucoup de défauts. Je veux dire, nous sommes faits également de nos défauts. Voilà. Et Duras, oui, c'est plus... Duras, elle s'est... L'alcool l'a tuée. Enfin, je veux dire, il a désinhibé aussi. La désinhibée aussi, et elle écrivait aussi quand elle buvait, voilà. Elle a voulu à un moment mener sa vie, et elle a été peut-être un peu rattrapée. Voilà. Merci Renaud. Merci à vous.